Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, a lancé une attaque contre le bureau du président de l'Ukraine et le cabinet des ministres, et a commencé à détailler précisément quels sont ses mérites envers la patrie. Et bien sûr, il s'en est pris à Mikhail Fedorov et a commencé à multiplier les justifications en sa faveur, affirmant qu'il n'est pas un si mauvais commandant en chef que cela. L'affrontement entre le haut commandement militaire et le gouvernement civil semble entrer dans une phase chaude. Depuis 5 jours, l'Ukraine manifeste pour soutenir Fedorov et exiger le départ de Syrski. Fedorov a rappelé que le conflit avec le commandant en chef vient de Syrski, qui a posé un ultimatum au président. C'était lui ou le ministre de la Défense. L'état-major a tout nié aujourd'hui, et Syrski lui-même est resté silencieux pendant plusieurs jours. Et ce soir, le 20 juillet, le jour où une réunion de l'état-major du commandant suprême était prévue pour le soir, réunion lors de laquelle son sort devait être décidé, Syrski rompt ce long silence. Il a publié sur le portail Militarny une longue tribune intitulée « Mon travail est une faute ». Eh bien, c'est en fait sa défense publique et en même temps une réponse ferme à tous ceux qui l'accusaient d'être à l'origine de conflits et de sabotages. Et c'est aussi une preuve directe de la guerre en coulisses au plus haut niveau du pouvoir. Analysons ensemble ce texte dans son intégralité, parce qu'il ne faut absolument pas laisser passer un seul mot. Il y a beaucoup de choses intéressantes. À mon avis, subjectivement, Syrski a commencé à s'attribuer certains mérites qui, très probablement, ne lui appartiennent pas. Et il a franchement commencé à se justifier pour certaines actions. Bref, analysons cet article et examinons-le. Et j'ajouterai aussi un certain contexte pour que tout forme un tableau cohérent, et pas simplement lire sa chronique. Je suis Alexei Petchi, allons-y ensemble et discutons-en. Avant tout, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Première question. Pourquoi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, resté silencieux plusieurs jours, a-t-il soudainement pris la parole ? Syrski commence sa tribune en admettant que l'exposition médiatique lui est étrangère. Citation. « Pour être honnête, le travail médiatique ne m'intéresse pas. Je ne soigne pas mon image et je n'ai aucune ambition politique. Je m'occupe de la guerre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est précisément pour cette raison que je donne rarement des interviews et que je n'écris presque jamais de tribune. La raison ? Eh bien celle pour laquelle il a tout de même décidé d'écrire ce texte, de s'exprimer. Le commandant en chef l'explique ainsi. Mais ces derniers jours, mon silence a commencé à être interprété comme un accord. Autour de l'armée et de l'état-major général, toute une mythologie de conflits et de sabotage s'est développée. C'est pourquoi cette fois, je vais tout dire moi-même. Et voici le premier et probablement le bloc le plus sensible de sa chronique à propos de ce fameux conflit avec le ministre de la Défense Mikhail Fedorov, à cause duquel tout a commencé. Et ici, Alexandre Syrski adopte une position délibérément conciliante, mais à double fond, je dirais. Vous savez, il y a une logique très subtile ici. Avant de citer, je rappelle que le jour où l'on a appris que Fyodorov était limogé, Syrski a écrit avec une certaine assurance. « Merci, ministre, pour votre travail. Allez, bonne chance dans la vie et surtout, reste dans l'équipe de l'Ukraine. » Cela sonnait assez sûr de soi, mais maintenant, Syrski écrit. Citation. Pour moi, c'était une surprise d'apprendre que j'avais un conflit avec le ministre. Je considérais nos relations comme professionnelles, avec des questions complexes, avec des positions différentes. C'est ainsi que cela doit être entre deux institutions pendant cette guerre à grande échelle. Syrski présente même des excuses personnelles à Fyodorov en s'adressant à lui par son prénom et son nom patronymique. Citation. « Si j'ai offensé quelqu'un d'une manière ou d'une autre, Mikhail Albertovitch, excusez-moi, il m'arrive d'être dur. » Eh bien, il ramène aussitôt la conversation de la personne à la personnalité. Mais je vous demande, à vous et à tous ceux qui suivent cette histoire avec passion, de ne pas nous concentrer sur l'aspect personnel, mais sur l'essentiel, sur la victoire. Et voici la pensée clé de ce passage que Syrski formule ainsi. L'Ukraine est plus grande que Fyodorov, plus grande que Syrski et que chacun d'entre nous. L'Ukraine tiendra bon, non pas parce qu'il y a des personnes irremplaçables, mais parce qu'il y a une armée, des institutions et des millions de personnes qui font leur travail. Selon lui, réduire cette guerre à l'affrontement de 2 personnes est le plus grand service que nous puissions rendre à l'ennemi. Il aborde également la division de la société en 2 camps. Citation. « Je vois comment les gens se divisent en camp Fyodorov et camp Syrski.
Dès qu'une question liée à la guerre ou à l'armée est politisée, elle est simplifiée en un slogan, alors que chacune des questions actuellement débattues sur Internet, contrat, achat, mobilisation, est bien plus complexe que n'importe quelle publication à son sujet. Les décisions dont dépendent des vies humaines ne se prennent pas avec des slogans. Et c'est de là qu'il tire le principe fondamental sur lequel il construit toute son argumentation ultérieure. Citation. La guerre se gagne par un travail réel et non par un drame public autour d'elle. C'est pourquoi la suite ne portera pas sur les relations, mais sur le travail. Et donc ensuite, Sirski passe à l'essentiel de sa défense, en particulier à la délimitation des zones de responsabilité entre l'état-major général et le ministère de la Défense. C'est là que débute, selon moi, la partie la plus intéressante. C'était sa responsabilité, donc à lui de le faire. C'était ma responsabilité, donc les mérites sont pour moi. Là où il y a des mérites, c'est moi. Là où il y a des ratés, je dirais aussi, c'est Fiodorov. Fiodorov. Voilà comment commence cette histoire. Ensuite, en fait, il explique que beaucoup des accusations portées contre lui ne visent en réalité pas la bonne personne. Citation. Le ministère de la Défense, c'est l'approvisionnement des troupes, les achats, l'élaboration des politiques, le contrôle civil sur les forces armées de l'Ukraine. C'est un travail énorme sans lequel l'armée ne combat pas. Le ministre de la Défense ne doit pas être personnellement en première ligne et il ne doit pas être le stratège de la guerre. Ce n'est pas sa tâche et ce n'est pas sa responsabilité. La stratégie de la guerre, la planification des opérations, la situation sur le front, selon la loi, c'est ma responsabilité devant le commandant suprême. Les frappes à longue portée et l'isolement de la Crimée sont menés par les forces armées, le service de sécurité, le renseignement, les gardes-frontières ukrainiens, le tout coordonné par le commandant suprême et moi-même. Il précise qu'il ne s'agit pas d'être jaloux des succès des autres, c'est simplement ainsi que cela fonctionne. Citation. Ce n'est pas parce que j'empêche quelqu'un d'accéder au succès, mais parce que les processus institutionnels sont organisés ainsi dans toutes les armées du monde. Ici, il répond aussi aux accusations d'absence de stratégie, et il le fait de façon assez ferme. Quand on me reproche l'absence de stratégie, je rappelle une chose simple. La stratégie de guerre n'est pas un document public ni un post sur les réseaux sociaux. Elle est rapportée au commandant en chef suprême, et son résultat est visible sur le front, où une armée d'1 million d'hommes retient un adversaire supérieur pour la 4e année consécutive. Et ensuite, il ajoute une phrase qui sonne comme un reproche direct à tous les critiques, pas seulement à Fiodorov. Celui qui exige du commandant en chef de présenter la stratégie publiquement exige de la présenter à l'ennemi. Sirski souligne séparément les différences, comme il l'a dit, entre les mots à la mode et le vrai travail, et il s'en prend directement à Mikhail Fiodorov, insinuant que ce dernier ne fait que lancer de grands mots sans rien faire d'autre. Citation. Dernièrement, on parle beaucoup de vision chez nous. La vision est une chose utile. Avec une vision, on peut créer une start-up. Mais pour gagner une guerre, il faut une stratégie. La vision dessine l'avenir souhaité. La stratégie répond à la question de savoir où trouver des réserves, des munitions, des hommes et du temps pour atteindre cet avenir. Encore une fois, même s'il ne le nomme pas directement, Sirski répond aux propos de Fiodorov sur l'ultimatum et aux reproches de micro-gestion des troupes. Il fait appel à son expérience de combat. Citation. « Je sers dans l'armée depuis plus de 40 ans. Je suis un militaire. Je ne pose pas d'ultimatum à mon supérieur et je ne dirige pas les troupes via des applications de messagerie. Une armée d'1 million d'hommes ne se dirige pas sur WhatsApp. Elle est dirigée par des états-majors, des ordres et la responsabilité des commandants sur le terrain. Et comme preuve du contraire, qu'il décentralise justement la gestion et que tout n'est pas entre ses mains, il donne un exemple concret. Citation. « L'une des décisions récentes que j'ai prises a été de déléguer aux commandants de corps le pouvoir, y compris pour transférer des militaires au sein des corps. C'est justement le contraire de la gestion manuelle. » Eh bien, voici l'un des points centraux et l'un de mes passages préférés de la chronique de Sirski. C'est la réponse à l'accusation selon laquelle Sirski sous-estimerait les drones et qu'il serait globalement opposé aux technologies dans l'armée. Il dit que c'est le reproche le plus étrange qu'il ait entendu. Voici sa citation. « C'est moi qui ai créé les forces des systèmes sans pilote comme une branche distincte de l'armée.
J'ai personnellement proposé au président la candidature de Madiar pour nommer le major Madiar à la tête des forces des systèmes sans pilote. C'était une décision impopulaire et j'en ai pris l'entière responsabilité. Pour être honnête, personnellement, je n'ai pas compris depuis quand la création des forces des systèmes sans pilote était impopulaire. Si vous avez compris, merci de l'écrire. Parce que cette phrase impopulaire est un peu populiste. C'est généralement ce que disent les politiciens. J'ai pris une décision impopulaire qui nous a menés à des résultats remarquables. Il dit que le SBS a été créé comme une décision impopulaire et qu'il en a pris la responsabilité, et voilà les résultats. Je ne sais pas. Il explique aussi pourquoi il a choisi précisément Robert Madiar Broudy. Citation : « Parce qu'il n'est pas seulement passé du statut de soldat à celui d'officier, mais il a créé une unité unique et il a une vision. Nous voyons tous le résultat chaque jour. Je tiens à dire personnellement, bien sûr, un immense merci à Madiar. » Et voici la conclusion catégorique de toute cette histoire selon Sierski. Un homme qui ne veut pas faire la guerre avec des drones ne crée pas la première branche indépendante au monde des systèmes sans pilote et n'y nomme pas un commandant contre toutes les traditions de la hiérarchie militaire. Bref, il est évident que maintenant Fedorov et Sierski vont se disputer pour savoir à qui revient réellement le mérite. Sierski laisse déjà entendre que la création des forces de systèmes sans pilote, que toutes ces frappes de drones contre la Russie, c'est déjà à mettre à son actif personnellement. Je ne vais pas commenter si c'est vrai ou non. Ensuite, il exprime ce qu'il considère comme son devoir en tant que personne responsable du front. C'est un avertissement contre un déséquilibre en faveur des seuls drones. Citation : « Aujourd'hui, les drones assurent une grande part des frappes. C'est un fait. Mais pour préparer le champ de bataille à une utilisation efficace des drones, il faut de l'artillerie, des mortiers, des moyens du génie, de la défense anti-aérienne, la guerre électronique et des dizaines d'autres équipements. » Ensuite, selon lui, l'état-major transmet au ministère de la Défense la liste complète de tout le nécessaire pour la guerre. « Il faut tout acheter, et pas seulement ce qui est à la mode en ce moment », écrit Sierski. C'est déjà une réponse à ce dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Le haut commandement accusait vraiment Mikhail Fyodorov d'acheter pour l'armée des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'ils avaient redemandé. Il disait qu'on ne peut pas acheter de drones si on demande des mortiers. Fyodorov, quant à lui, laissait entendre que les généraux exigeaient d'acheter uniquement certains types d'armes auprès de certains fabricants, ce qui sentait déjà la corruption. Et ensuite, Sierski met en garde contre le danger, comme il l'a dit, des expérimentations radicales. Citation : « Nous ne faisons pas la guerre contre un petit pays hypothétique. Nous faisons face à un ennemi supérieur en tout, qui combat avec de l'artillerie, de l'aviation et de l'infanterie. Je ne peux pas, en 2 mois, faire basculer une armée d'1 million d'hommes vers les drones et dire « Maintenant, nous combattons comme ça ». Un tel geste, il l'appelle une aventure risquée. Alexandre Sierski répond aussi à l'accusation selon laquelle il ne promeut que des personnes qui lui sont loyales. Ceux qui ne sont pas loyaux restent donc à des postes subalternes. Ici, il énumère une longue liste de noms de famille. Citation : Madiar, Apostol, Gnatov, Andriy Beletsky, Redis, Verès, Akil, Evgeny Karas. Cette liste peut continuer. Ce sont des personnes qui sont passées du corps des officiers subalternes à des postes de direction. C'est moi qui les nomme, qui les promeut, qui m'occupe d'eux. Beaucoup de ces nominations étaient impopulaires dans le système. Je les ai prises parce que mon seul critère, c'est le résultat. Les amis, encore une fois, je ne peux pas m'en empêcher. La nomination de quel officier de combat parmi ceux mentionnés était impopulaire ? Sierski évoque pour la 2e fois dans sa chronique avoir pris des décisions impopulaires. Pourquoi Sierski essaie-t-il pour la 2e fois de faire semblant qu'il prenait un énorme risque, qu'il prenait une décision impopulaire ? Parce que tout le monde autour était contre, mais lui il a fait une percée en nommant quelqu'un d'impopulaire. Voilà ce que dit Sierski. Moi je fais des nominations impopulaires, je les promeux, je m'en occupe. Beaucoup de ces nominations étaient impopulaires dans le système. Voilà, Sierski, pour la 2e fois dans sa chronique, parle des décisions impopulaires. Redis, Verès, Achille ou Evgeny Karas. Ce sont ceux que Sierski a personnellement énumérés.
Lequel d'entre eux était impopulaire? Je ne comprends pas cette affirmation. Si vous comprenez, merci de l'écrire dans les commentaires. Il est possible que j'ai vraiment manqué quelque chose. Si c'est le cas, je l'admettrai et je dirai oui, je me suis trompé. En même temps, Sierski reconnaît le problème de la bureaucratie des mutations, mais il précise aussitôt qu'il y a un problème, mais qu'il n'est pas responsable. Savez-vous pourquoi? Cela relève du ministère de la Défense, pas de sa responsabilité. Citation. Oui, les procédures de mutation sont longues et complexes, mais ces procédures sont définies par des actes réglementaires qui ont été élaborés bien avant moi et que c'est précisément le ministère de la Défense qui doit modifier. Je soutiendrai toute simplification qui ne compromettra pas la gestion des troupes. Et nous arrivons maintenant à la partie où Sierski commence enfin à attaquer ouvertement Mikhail Fyodorov. La partie la plus aiguë, en fait une contre-attaque, concerne le travail administratif du ministère de la Défense. Ici, Sierski présente des faits qui frappent directement Fyodorov. D'abord, concernant les nouveaux contrats pour les militaires. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Citation. Les nouveaux contrats ont été présentés il y a plus d'un mois. À ce jour, environ 2000 militaires les ont signés pour une armée d'1 million d'hommes. En même temps, j'ai reçu un grand nombre de soldats et d'officiers démotivés qui s'attendaient à certaines conditions mais en ont obtenu d'autres. Ensuite, il remet en question la légalité de cette initiative et la compare à la manière dont il aurait fallu procéder. Il dit que cela c'est mal et qu'il aurait fallu faire autrement. Lui, il sait comment. Citation. Citation. Le décret même sur l'expérimentation soulève de sérieuses questions juridiques. Comparer. L'augmentation de la rémunération dans le système du ministère de l'Intérieur a été réalisée par des modifications du budget et par la Rada suprême. Voilà la différence entre une décision et une présentation, parce que les présentations ne doivent pas se transformer en autopromotion. Derrière chaque diapositive, il doit y avoir un document, un budget et un programme, une procédure. Sinon, au lieu d'une décision, l'armée se retrouve déçue. En partie, je peux être d'accord avec Sierski qu'en effet, derrière chaque diapositive, il doit y avoir des documents, des budgets, des procédures. Tout aurait dû être parfaitement calculé à l'avance avant de présenter tout cela. Et Sierski dit la même chose à propos de la réforme de la mobilisation. Je souligne encore une fois que la tâche a été fixée par le président Zelensky, mais ce n'est pas à lui de l'exécuter, non, pas du tout, c'est au ministère de la Défense de le faire. Voici une autre citation de Sierski. Et elle est très révélatrice car oui, il y a vraiment eu un conflit très dur entre lui et Fedorov, chacun essayant de rejeter la responsabilité sur l'autre et de dire « tout ce qui est bien, c'est moi, tout ce qui est mauvais, c'est lui ». Citation suivante. Les forces terrestres et les centres territoriaux de recrutement sont sous ma responsabilité et nous sommes prêts au changement. Nous assistons à toutes les séances de la Rada suprême. Nous transmettons toutes les infractions au bureau d'enquête d'État. Nous insistons pour impliquer la police dans la mobilisation. Mais la réforme elle-même, ainsi que le travail législatif et administratif, relèvent précisément du ministère de la Défense. Je l'attends tout autant que le reste du pays. En bref, ici Sierski le dit clairement, écoutez, la mobilisation pose des problèmes. Il y a aussi des problèmes avec les centres de recrutement, mais laissez-moi tranquille avec ces questions. C'était Fyodorov qui devait s'en occuper. Il dit, pour la mobilisation et les centres de recrutement, il faut s'adresser au ministère de la Défense, pas à moi. Si quelque chose ne convient pas, adressez-vous à eux. Et Fyodorov, de son côté, assure qu'il faut le laisser tranquille, que les centres de recrutement relèvent directement des forces terrestres et que les forces terrestres relèvent directement d'Alexandre Sierski. C'est justement lui qui devait résoudre ce problème. Comme vous le voyez, il se renvoie encore la responsabilité pour un problème difficile. Mais le reproche le plus grave adressé à Fyodorov concerne le solde des militaires. C'est vraiment une question controversée et là, Sierski, on peut en partie être d'accord avec lui aussi. D'un autre côté, en regardant les résultats au front, et pas seulement au front, on commence à se demander si cela ne valait pas vraiment la peine de tenter cette expérience. Donc Sierski lie directement le problème de la solde des militaires à la décision de Fyodorov. Citation. Monsieur le ministre Fyodorov a lui-même déclaré publiquement qu'une partie des fonds provenant des salaires des militaires avait été utilisée pour l'achat de drones.
Et à cause de cela, la question du financement des paiements s'est posée pour le second semestre. La position du commandant en chef sur ce point représente en principe l'apogée de toute cette chronique publiée aujourd'hui. Citation. Je vais être franc. Le salaire du soldat n'est pas une réserve à redistribuer. C'est un engagement de l'État envers les personnes qui risquent leur vie chaque jour. Selon Sirski, avec le gouvernement, ils cherchent actuellement une solution pour que chaque militaire reçoive ce qui lui est dû, en temps voulu et en totalité. Et comme il le dit, c'est une leçon pour l'avenir. On ne peut pas prendre des décisions concernant des milliards sans calculer les conséquences pour 1 million de personnes. Et séparément, Alexandre Sirski souligne à qui il adresse tout ce texte. Et c'est déjà un reproche aux protestataires et aux mécontents. Citation. Je souligne séparément. Cette tribune n'est pas destinée à ceux qui débattent sur les réseaux sociaux. Elle s'adresse à ceux qui portent chaque jour le poids de la guerre. Nos soldats se moquant de savoir qui a eu le dernier mot sur Internet. Ils ont besoin de munitions, de rotation, de paiement à temps et de la certitude que l'État est derrière eux et travaille au lieu de se disputer. Et pour finir, Sirski met l'accent sur des points qui résonnent en même temps. C'est un peu comme un serment de loyauté envers l'État, et comme une déclaration qu'il n'a pas l'intention de partir comme ça. Citation. Je ne me bats pas contre le ministère, je me bats contre la Russie. L'état-major général n'a jamais fait obstacle au ministère. Nous avons collaboré et nous continuerons à collaborer avec n'importe quel ministre, celui qui sera nommé par l'État. Parce que dans l'armée, on ne choisit pas avec qui on sert. Dans l'armée, on exécute les ordres et on fait son travail. Et toute cette chronique se termine, je dirais, presque par une déclaration programmatique du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Citation. Mon travail, c'est la guerre, la stratégie, le front, les hommes. C'est ce à quoi je me consacre et ce à quoi je continuerai de me consacrer. De préférence sans interview ni chronique. En gros, cela signifie « laissez-moi tranquille, je fais la guerre, c'est tout, ne me dérangez pas ». Et enfin, l'accord final qui ramène en fait à l'idée principale de tout ce texte sonne ainsi. L'Ukraine est plus grande que n'importe quel nom. Et l'Ukraine tiendra bon si chacun fait son travail à sa place. Ajoutons un peu de contexte. La tribune du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Sirski, n'est clairement pas apparue par hasard. Sa publication aujourd'hui, le 20 juillet, n'est pas une coïncidence. Pour faire court, tout a commencé le 15 juillet lorsque Zelensky a limogé le ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, en officialisant cela par la démission de l'ensemble du cabinet du ministre. Plus tard, nous avons tous appris que le problème venait d'un conflit insoluble entre Fedorov et Sirski. Ensuite, les problèmes ont commencé. Des manifestations d'abord en faveur de Fedorov, puis contre Sirski. Les manifestants exigent le retour de Fedorov au poste de ministre de la Défense et le limogeage du commandant en chef Sirski. Fedorov lui-même a déjà laissé entendre qu'il est prêt à revenir, mais uniquement au poste de ministre de la Défense. D'après la tribune de Sirski, nous avons compris qu'il n'a absolument pas l'intention de partir. Alors que les manifestations se poursuivent, Zelensky rencontre en personne, plusieurs jours de suite, les commandants sur le terrain. Il s'agit notamment de Dropati, chef adjoint de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, de Volodymyr Orbatyuk et d'Oleg Apostol, commandant des troupes d'assaut aéroportées. C'est le commandant du 3e corps d'armée Andriy Beletsky, et ainsi de suite. Mais c'est précisément autour de ce quatuor que tournent actuellement toutes les discussions sur le fait qu'ils sont les candidats pour remplacer Sirski. Ils sont tous considérés comme des remplaçants potentiels d'Alexandre Sirski. Mais j'ai déjà publié un grand épisode détaillé sur ce sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et à le regarder. Mieux encore, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi eNews. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Tout le contenu est publié là-bas, sur ma chaîne Telegram, ainsi que les annonces des nouveaux épisodes ici sur YouTube, pour que vous ne manquiez rien et sachiez ce que vous souhaitez ou non regarder. Parce que là-bas, je publie l'annonce de la vidéo et j'y indique clairement la structure de l'épisode. Vous pouvez déjà lire un résumé et comprendre de quoi il s'agira. Ah, excusez-moi, revenons au sujet. Précisément le 20 juin, le jour de la publication de la chronique de Sirski, comme vous le savez, l'état-major général a publié une déclaration réfutant les rumeurs concernant le limogeage de Sirski, affirmant qu'il continue d'exercer ses fonctions, tout comme Gnatov, et que le licenciement n'est possible que sur la base d'un décret présidentiel. Au même moment, le chef du bureau du président,
Kirill Boudanov, s'est adressé aujourd'hui à la société et a déclaré que Zelensky avait entendu les manifestants. Eh bien, dans ce contexte, quelques heures avant l'annonce, aujourd'hui, le commandant en chef suprême, Alexandre Syrski, a publié sa propre tribune. En fait, c'est son intervention publique pour se défendre à un moment décisif. Il répond à toutes les accusations clés, contre-attaque contre le ministère de la Défense et, en même temps, montre sa loyauté envers l'État en soulignant qu'il travaillera avec n'importe quel ministre qui sera nommé. Au début, il présente même ses excuses à Fiodorov, disant « Je peux être dur, donc je ne t'ai pas compris et je ne pensais pas que nous étions en conflit ». Il convient également de rappeler que Syrski a pris la tête des forces armées ukrainiennes en février 2024, remplaçant à ce poste le très populaire à l'époque Valery Zaloujny, qui a ensuite été nommé ambassadeur à Londres. Dans les médias ukrainiens et occidentaux, Syrski a souvent été décrit comme une personne dure. On l'a même surnommé le boucher pour son attachement à tenir les positions à tout prix, ce que les critiques associent malheureusement à de lourdes pertes. Et à l'issue de la réunion d'aujourd'hui du commandant en chef suprême, un décret de révocation de Syrski sera-t-il publié, ou bien sa tribune fera-t-elle finalement partie d'une défense réussie ? Et saura-t-on s'il restera finalement à son poste ? Cela deviendra clair dans les prochaines heures ou les prochains jours. Du moins pour l'instant. À l'heure où j'enregistre cette émission, la réunion annoncée du commandant en chef suprême n'a toujours pas commencé. Et on soupçonne même qu'elle n'aura peut-être pas lieu aujourd'hui. Ou alors elle aura lieu très tard dans la nuit. Et en ce moment, effectivement, il continue de chercher un candidat. Ou bien Zelensky continue-t-il de peser la décision de démettre Syrski et de le remplacer par un autre commandant ? En général, tout est actuellement en suspens. Mais je souligne que la publication de la tribune de Syrski, dans laquelle il se justifie, se défend et contre-attaque, montre que cette épée de Damoclès est vraiment suspendue au-dessus de lui et qu'il est peut-être réellement en train d'être démis de ses fonctions. Au moins, les sources avec lesquelles je suis en contact disent que tout cela est effectivement en train de se préparer. Donc ici, je vais laisser ça en suspens. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez soutenir. Soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je rappelle que nous faisons exclusivement du journalisme indépendant, nous ne travaillons avec aucun média, aucun parti politique, et ainsi de suite. C'est pourquoi votre soutien est extrêmement important. Je vais m'arrêter là, prenez soin de vous, à bientôt à tous.